Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais. Tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face avis? aux écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Un incendie s'est déclaré hier après-midi au CHU de Guadeloupe. Il aura fallu près de 10 heures de lutte à la centaine de pompiers pour en venir à bout. Que deviennent les patients après cet incendie? À suivre dans ce journal. Lutter contre l'exclusion sociale sur tout l'étendue du territoire guyanais, c'est l'un des buts que s'est fixé le SAMU social lors de sa table ronde aujourd'hui à Cayenne. Le docteur Xavier Emmanueli, fondateur du SAMU social, était présent pour donner les lignes directrices. Enfin, la moitié des adolescents se connectent tous les jours ou presque aux réseaux sociaux. Les cas de dérapage sont donc nombreux. Cet après-midi, la Maison des adolescents de Guyane a tenu à remettre l'accent sur les précautions d'usage. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'informations locales et régionales. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Et vous savez que désormais, nous sommes en direct sur Facebook, mais aussi sur votre bouquet orange. Ouvrons ce journal avec ces accidents mortels de la route ce matin au Larivot, mais aussi à Dégradé-Cannes. Dans ce dernier cas, il s'agissait d'une piétonne d'une cinquantaine d'années qui a été percutée par une moto en traversant la route pour rejoindre l'arrêt de bus. Elle n'a pas survécu au choc. Le récit de Stéphane Gauvindin. Ce matin, peu après 6h30, un piéton a été fauché par une moto et a perdu la vie sur la RN3, sur la portion qui mène au port de Dégradé-Cannes, non loin de la centrale électrique d'EDF. Il s'agit d'une dame d'une cinquantaine d'années qui allait prendre son bus. La collision avec la moto lui a sectionné les deux jambes. La victime a été prise en charge par le SAMU sur place, mais est décédée à l'hôpital André Rosemont peu de temps après son arrivée. C'est même genre ça t'est arrivé moi aussi. Parce que j'ai 4 petits petits qui sont allés à l'école. Parce que j'étais à côté, madame, c'est tout près de moi. J'attends bis l'école là. J'attends bis l'école là pour me mettre petit moun yo dans bus pour aller à l'école. Madame, il dit bonjour, il a traversé pour venir joindre moi. Mais madame, pas même quand fini de traverser, moto a été venu tellement vite, il a attrapé tout le deux pieds, madame Imoulin. D'après la gendarmerie, la cause principale de l'accident est apparemment la vitesse excessive du motard. La moto s'est immobilisée 400 mètres plus loin. Ce qui veut dire qu'il y avait une vitesse très excessive, une nouvelle fois sur cette route. Les gens roulent trop vite, les gens roulent très vite. Les gendarmes sont maintenant sur les lieux pour constater et rechercher les causes. Et on est également à la recherche du deuxième membre. Il nous manque un membre. Une jambe a été retrouvée, la seconde n'est pas retrouvée. On mène des recherches actuellement. Dans les accidents impliquant les motos, la vitesse des motards est souvent mise en cause. Nous partageons la chaussée, donc soyons prudents. Et puis l'incendie du CHU de Guadeloupe qui s'est déclaré hier après-midi dans un local technique. Il aura fallu près de 10 heures de lutte aux 110 pompiers mobilisés pour venir à bout du feu, maîtrisé aux alentours de 22 heures. Au lendemain du sinistre, l'heure était au bilan pour les autorités. Comment assurer la continuité des soins alors que la Guadeloupe se retrouve privée de sa principale structure hospitalière? Reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Tous autour de la table, ils n'ont pas beaucoup dormi. Les membres du centre opérationnel départemental et du plan blanc élargi déclenché hier soir pour évacuer les 460 patients, les sécuriser et pour ce matin assurer la continuité des soins, pour assurer les meilleures conditions de prise en charge des patients. Car le centre hospitalier universitaire est complètement à l'arrêt. Évaluer la capacité de reprise du CHU nécessite un diagnostic afin de savoir quels services
peuvent reprendre. En sachant qu'un hôpital, ça a besoin d'un plateau technique, ça a besoin d'analyse de biologie, ça a besoin de fluides médicaux, ça a besoin d'être bien sûr en sécurité. Et donc voilà, on a quand même des inquiétudes sur le bâtiment de la maternité, sur la réa, les soins critiques. Et donc c'est ça qu'il faut que maintenant on puisse explorer pour tracer un scénario dans les prochaines semaines, parce qu'il va falloir bien entendu faire des travaux. Tout ce qui est autour des services techniques là est complètement détruit. C'est-à-dire en gros le service biomédical, service technique, tout ce qui va, il y a des espaces à la maternité qui sont extrêmement abîmés. Au fil des heures, la situation se normalise. La mobilisation et la solidarité des personnels, des familles de patients, des collectivités et des autres établissements de santé ont permis qu'il y ait une prise en charge organisée. Nous continuons de faire les reconnaissances sur la structure de Pointe-à-Pitre de manière à avoir un premier élément de reconnaissance et de diagnostic des dégâts que nous avons subis. Nous continuons de prendre en charge nos patients que nous avons orientés sur les différentes structures médicales, hospitalières, publiques et privées. Et nous commençons aussi à organiser la prise en charge à la fois des urgences, mais des urgences non programmées qui vont être gérées par la médecine ambulatoire. Avant l'arrivée de l'escrime, cet hôpital de campagne mobile qui sera installé sous 48 heures, avant que les personnels du CHU soient redéployés aux côtés de la protection civile qui arme cet établissement, chefs de pôle et chefs de service ont envoyé leurs équipes dans les différents établissements de santé qui accueillent les patients en fonction de certains critères, afin que les équipes puissent s'organiser, que moi je puisse savoir qui va à tel endroit, parce qu'il y a des problèmes aussi de prise en charge et d'assurance, qui va au CHBT, qui va à la polyclinique, qui va à Choisy, qui va aux eaux claires. Et surtout, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de rupture dans la continuité des soins, des patients qui sont déjà hospitalisés, des patients chroniques qu'on suit et qu'on va devoir revoir parce qu'ils ont des pathologies qui nécessitent qu'il y ait un suivi. En attendant les résultats de l'enquête sur l'origine de l'incendie, selon les premiers éléments, il s'agirait d'un accident. Une visite avec le préfet de région a eu lieu cet après-midi. Au moment des faits, près de 2000 personnes se trouvaient sur le site, personnel, patients confondus. 460 malades répartis dans 32 services ont dû être évacués en moins de 2 heures. Face à l'urgence, un véritable hôpital de fortune a été mis en place devant le hall d'accueil avec des tentes du SAMU et du RSMA. Nuit à la Belle Étoile avant d'être transféré tôt dans la matinée vers les autres établissements de santé de l'archipel. Reportage de Nathalie Dinan. Ce patient évacué en hélicoptère vers le centre hospitalier de Basse-Terre souffre d'une pathologie lourde, ce qui nécessitait un transfert rapide et un établissement capable de dispenser des soins de haut niveau. Il comptait parmi les derniers malades évacués dans la matinée, une opération particulièrement délicate enclenchée dès hier soir. 460 malades, 32 services, vidés en quelques heures, beaucoup ont dormi à l'abri. Mais dehors. Ils étaient tous en sécurité, mais ça c'est ce qui est le plus important. Vous avez vu, on avait des patients. L'ambiance était studieuse et sereine, grosso modo, c'est-à-dire que les professionnels savaient ce qu'ils avaient à faire pour les patients. Les patients, je les ai trouvés calmes, voilà, en confiance, parce qu'on pouvait être angoissé, très sincèrement. Mais en même temps, ils n'étaient plus dans le bâtiment, donc c'est vrai que l'angoisse avait diminué. Et aussi dans des tentes, on avait les tentes, nos propres tentes de poste médical avancé, et aussi de l'armée qui nous a prêté une tente. Donc il y avait toute cette organisation qui est mise en place et qui était une organisation où on trouvait beaucoup de solidarité en interne, mais aussi avec les militaires, la police, les ambulanciers, etc. Le balai des ambulances est poursuivi une bonne partie de la journée. Le suivi des soins par le personnel du CHU sera effectif dans les établissements de Guadeloupe ou en Martinique, par exemple pour les patients des services de cardiologie. Ils ont été évacués par avion militaire en fin de matinée. Alors, d'une manière générale, c'est régulé. D'abord, il y a des prises de contact entre les médecins entre eux, c'est-à-dire qu'ils savent parfaitement où ils veulent envoyer les patients, quand c'est possible. Sinon, pour le reste du temps, là aujourd'hui, on est dans une organisation très dégradée au sens de l'organisation, pas de la qualité, en faisant en sorte qu'on puisse trouver de la place dans des établissements qui sont prêts à nous accueillir et où on va projeter nos propres patients, nos propres salariés. C'est-à-dire nos équipes suivent les patients dans les établissements où on les héberge. Le centre hospitalier universitaire a donc transféré en même temps que ses malades son personnel et du matériel adapté.
C'est le SAMU qui a en charge toutes les opérations de régulation. Toujours dans le domaine médical, des nouvelles moins dramatiques. Les jeunes médecins et chercheurs guyanais ont été mis à l'honneur ce matin. L'Agence régionale de santé et l'Université de Guyane ont souhaité valoriser leur travail scientifique. Les détails avec Florence Nimetsky, l'une des organisatrices. Elle est chef de clinique universitaire. Elle s'est exprimée au micro de Galwassim. Alors en fait, chaque année, les internes de Guyane préparent des travaux de recherche pour leur thèse, leur mémoire ou des fois des masters de recherche qui sont assez peu rendus publics. Et donc cet événement a été initié par Dr Maëlys Douine qui travaille au centre d'investigation clinique et aux urgences de Cayenne et le Dr Loïc Epelboin qui travaille à l'UMIT, le service d'infectiologie de Cayenne, en collaboration avec l'Université de Guyane, l'Université des Antilles, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, le centre hospitalier de Cayenne et l'ARS de Guyane pour rendre public ces travaux de recherche des jeunes médecins guyanais. Ce qui permet de les rendre publics déjà tous les gens qui y sont intéressés, mais pas que les soignants, aussi le reste de la communauté scientifique de Guyane. Nous avons des gens qui sont là de l'Institut Pasteur, qui ont aussi collaboré dans ces recherches, des gens du CNRS qui sont venus, donc, de la CIR. Donc on est vraiment ravis de partager ce travail avec tout le monde et de faire découvrir aussi le travail qui est fait par les internes en médecine sur ces travaux de recherche, ce qui permet de valoriser nos universités, de valoriser nos hôpitaux et la pratique de la médecine en Guyane qui est passionnante. Faire connaître nos travaux de recherche augmente l'attractivité médicale et également montre à la population qu'on travaille, qu'il y a des travaux de qualité qui sont faits en Guyane, que la Guyane c'est un superbe terrain de recherche avec des travaux qui sont faits de plus en plus, de meilleurs en meilleurs. Et donc il faut, je pense, valoriser toute cette richesse qui existe en Guyane. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera en étant tous positifs, tous ensemble, à augmenter l'attractivité médicale. Le SAMI social existe en Guyane depuis près de 14 ans. Il a été créé en 1993 par le docteur Xavier Emmanueli pour lutter contre l'exclusion sociale. Aujourd'hui, une table ronde se tenait à Cayenne en présence du fondateur et de plusieurs membres de la profession médicale. Le but, étendre la mission du SAMU social à l'ensemble du territoire guyanais. Reportage de Galwassim. C'est en présence de plusieurs professionnels du corps médical que s'est tenue une table ronde sur la thématique de l'exclusion sociale. Le SAMU social de l'île de Cayenne, renommé SAMU social Guyane, œuvre depuis 14 ans à lutter contre ce fléau. Il nous semblait important de pouvoir rayonner sur l'ensemble du département, d'où la phase de SAMU social Guyane à partir du 1er janvier 2018. Les missions seront les mêmes, c'est-à-dire aller à la rencontre du public en rue, parce que c'est une de nos premières missions, et étendre un petit peu les missions que nous faisons actuellement sur Cayenne, c'est-à-dire l'accueil d'un public en rue qui a besoin de soins, d'hébergement, et travailler avec les autres structures qui sont sur chaque bassin de la Guyane. Devenue une véritable problématique au fil des années, l'exclusion sociale en Guyane est de plus en plus présente et visible. L'exclusion est inhérente à notre développement de société. C'est le prix à payer de ce qu'on appelle le progrès, c'est-à-dire du développement général. Il y a des gens qui restent sur le carreau, pour des tas de raisons d'ailleurs. Pas seulement de pauvreté, mais de marginalité, de souffrance physique, psychique. Et donc aussi bien à métropole qu'ici, même motif, même conséquence. Et donc l'exclusion en a encore pour longtemps, vous savez. Sans compter qu'il y a le phénomène migratoire. Alors là, pour le coup, la Guyane est sur la ligne de front. Donc c'est une exclusion supplémentaire qu'il faut affronter. Arlette, administrateur à l'ADAPI, était présente elle aussi pour parler de son quotidien et essayer d'y apporter des réponses. L'exclusion, on la rencontre tous les jours. Je suis enseignante de profession et quand un enfant me dit je ne mange pas tous les jours ou je n'ai pas mangé parce qu'il n'y a rien à manger à la maison, ça m'interpelle quelque part. Elle naît beaucoup plus tôt qu'on le pense, elle est cachée. Les jeunes, par exemple, ont honte de parler de
cette situation-là. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens pour acheter des affaires, il n'y a pas les moyens pour se nourrir. Les vêtements, etc., ils ne le diront jamais. Parce que c'est une façon d'attirer le regard de l'autre et pas le regard bienveillant. Apporter des solutions à la grande précarité, à la peur du jugement et aux problèmes d'addiction sont autant de réflexions menées par le SAMU social dans notre société. Une nouvelle compagnie aérienne pour desservir les Antilles depuis Paris. L'annonce en a été faite hier à Paris. La nouvelle compagnie low-cost anglo-espagnole Level a lancé une offre plus qu'alléchante. 99 € l'aller simple entre Orly et la Guadeloupe dès juillet prochain. Ce sera le tour de Fort-de-France à partir de septembre. Mais à ce prix, le voyageur n'a droit qu'à un seul bagage en cabine et aucune prestation à bord. Reportage de nos correspondants à Paris. Orly sera bientôt à 99 € de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Ce prix d'appel a été annoncé mardi par une nouvelle compagnie low-cost long courrier, Level, filiale de British Airways et Iberia, qui a démarré seulement en juin dernier sur la liaison transatlantique entre Barcelone et les Amériques. Quand on voit comment ça a marché à Barcelone, où ça a fonctionné de façon phénoménal depuis le lancement de cette marque. On est persuadé qu'on peut répliquer exactement la même chose à Orly. Pour ce tarif-là, aucune prestation à bord de ces nouveaux Airbus A330-200, ni de bagages en soute, de quoi poser la question de la rentabilité de la ligne. On ne vend pas tous les sièges de l'avion à ce tarif-là, comme vous vous en doutez bien. Par contre, on en vend une partie importante, ça fait partie de notre stratégie. On fait très attention à nos coûts, c'est notre culture dans le groupe. On est confiant que c'est une nouvelle offre, c'est un business model qui est différent. On est absolument persuadé qu'avec ce modèle, on peut créer de la demande. Et leur cible, c'est un marché jusque-là non exploité par aucune compagnie aérienne, et pour cause. On s'est rendu compte qu'au départ de Barcelone, on a fait voyager beaucoup de gens qui soit n'avaient jamais pris l'avion, soit avaient pris l'avion mais uniquement en moyen courrier. Avec Level, cela portera à 5 le nombre de compagnies desservant les Antilles depuis Paris, une concurrence qui pourrait être fatale à certaines. Ceux qui se battront, ceux qui traiteront bien les clients, ceux qui leur offriront des bons prix et les services adaptés seront là pour répondre à la demande de la clientèle qui est très forte. Ceux qui ne savent pas s'adapter, peut-être disparaîtront-ils, mais chacun ses responsabilités. Et la concurrence pourrait bien s'accroître à nouveau sur la ligne Paris-Antilles. Une probable liaison transatlantique d'une autre compagnie low-cost venue du nord de l'Europe pourrait être annoncée dans les tout prochains jours. Et la phrase du jour est celle d'Annick Girardin. La ministre des Outre-mer avait dit, je cite, « Dans ce gouvernement, il n'est pas question de remettre en cause la surrémunération ». Une phrase qui a certainement rassuré plus d'un. Lundi, sur la chaîne publique Sénat, la ministre des Outre-mer a confirmé que l'État ne reviendrait pas sur la surrémunération des fonctionnaires. Plusieurs gouvernements avaient tenté de supprimer cet avantage, mais le projet n'a jamais été mené à terme. Dans le reste de l'actualité, la moitié des adolescents se connectent tous les jours ou presque aux réseaux sociaux. Harcèlement en ligne, vol d'identité, les cas de dérapage sont nombreux. Cet après-midi, la Maison des adolescents de Guyane a tenu à remettre l'accent sur les précautions d'usage. Au quartier Brutus, une dizaine de jeunes ont débattu sur la question avec un agent de police spécialisé dans le domaine. Reportage de Pierre Tréfou. À la maison de quartier Brutus, un atelier sur la sensibilisation des réseaux sociaux a été mis en place pour les 16-21 ans. Les thèmes abordés sont l'utilisation des réseaux sociaux et ses dangers. Ça aussi, ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. On vous diffame, on vous dit t'es un voleur, et on met votre nom. On dit lui là, tel nom machin, le gars de Brutus là, c'est un voleur. On met la photo aussi. On met la photo, pourquoi pas. Et puis demain, quand vous sortez de chez vous, il y a 5 personnes qui vous attendent en bas. Ils vous disent, mais c'est toi qui as volé le téléphone. Et vous recevez des coups de couteau parce qu'il y a quelqu'un qui vous a traité de voleur, comme ça, gratuitement. L'atelier a pour but de faire prendre conscience de l'importance d'un bon comportement sur les réseaux sociaux. Pour la génération Y, il s'agit de reconsidérer des habitudes pas toujours bonnes. Ça a beaucoup changé mon comportement parce qu'il y a certaines personnes, déjà sur les réseaux sociaux, par exemple comme Facebook,
ça reste quand même le plus connu. Ben, il y a des demandes d'amis, certaines demandes d'amis qu'il ne faut pas accepter ou sinon supprimer. Ou même comme tout à l'heure, comme disait l'intervenant, s'éloigner de certaines personnes, mais radicalement. Devant leurs écrans, les jeunes sont dans une liberté totale. Il n'est pas toujours facile de leur fixer des limites. C'est vraiment le but de notre démarche, c'est qu'on prend en charge, on accueille, on fait s'exprimer des adolescents. Mais on sait très bien que derrière l'adolescent, il y a un parent qui est responsable de lui, qui a participé à son éducation. Donc il est nécessaire, on va dire, de mettre à niveau les deux, adolescents et parents, pour que finalement ils puissent remplir leur fonction de personnes responsables, de personnes qui éduquent, qui élèvent, qui permet à l'adolescent après d'acquérir une certaine autonomie. Un atelier sera aussi proposé aux parents demain de 18h à 20h à la Maison des adolescents à Cayenne. Du cinéma à présent avec la 7e édition du film documentaire en Guyane. À cette occasion, les rites bushinengue et créoles sont mis au devant de la scène. Le film est intitulé « Guérisseur noir d'Amazonie » de la réalisatrice Geneviève Vils. Le film sera projeté tous les mercredis durant le mois de décembre. Steve Boyer, le coordinateur de l'événement, était au micro de Chrysler Phillips. L'objectif de ce festival, c'est vraiment la diffusion de la promotion de l'œuvre film documentaire, qui est un cinéma assez particulier, qui est justement le regard d'un auteur sur un sujet bien précis. Le film, en l'occurrence aujourd'hui, le film dure à peu près 1 heure, et suite à quoi nous aurons un échange avec des intervenants, qui sont donc le professeur Gilles Ferréol, qui est professeur à l'Université de Poitiers et directeur de recherche à l'Université de Franche-Comté. Nous aurons aussi Marc Monté, qui est un pratiquant du savoir ancestral, et le capitaine Joseph Athéni, qui est le capitaine des Bushinengue de l'île de Cayenne. C'est les guérisseurs noirs d'Amazonie, thématique en fait sur le savoir ancestral du peuple Bushinengue, sur la pharmacopée, les rites traditionnels, et voilà. Nous visons, il est vrai, le public adulte, mais c'est ouvert à tout public, la famille peut venir. En l'occurrence aujourd'hui, c'est vrai que les images peuvent un peu heurter par rapport à des rites, par rapport à certaines pratiques pour des néophytes, mais en général, c'est ouvert à tout public. Et notre invitée du jour est Norma Claire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes la responsable de l'association Touka Danse. La directrice. La directrice. Donc, vous organisez donc la danse dans tous ces états du 25 au 3 décembre. Comment est-ce que la danse fait dans tous ces états, dans ce festival que vous organisez? Ah ben, les rencontres de danse métisse, c'est un événement maintenant qui prend de la force au sein de la Guyane. Et puis, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir du spectacle aux Guyanais et d'être présent de plus en plus dans les moments que nous organisons pendant, dirons-nous, 10 jours pleins. Oui. Alors cette année, comme chaque année, beaucoup de danseurs venus des 4 coins du monde. Qu'est-ce que nous avons au programme cette année? Alors nous avons des danseurs qui viennent de Martinique, Guadeloupe, Cuba, France-Algérie, France bien sûr. Voilà à peu près dans l'ensemble des propositions. Mais des spectacles de très haute qualité et puis des danseurs internationaux qui travaillent sur des compagnies internationales, mais comme une japonaise qui va venir, une italienne aussi. On voit déjà quelques extraits. Oui, alors ça c'était hier soir. C'était à la CTG et c'est de la danse voltige et c'était 2 danseuses suspendues, une française et une colombienne, 2 danseuses suspendues juste par un fil, par une corde et le long de la façade et c'était magnifique. Très impressionnant, vu d'ici. C'était magnifique. Et très sportif aussi. Très difficile. Comment se fait le développement de la chorégraphie ici en Guyane? Est-ce que les jeunes ont beaucoup d'engouement à s'engager dans cette voie professionnellement? Ils ont, beaucoup de jeunes ont de l'intérêt pour la danse, beaucoup, nous avons beaucoup de passionnés de la danse finalement ici. Après, c'est la formation, la professionnalisation. Est-ce qu'on peut réussir à devenir professionnel juste avec les formations ici?
Non, le il va territoire, falloir après, hélas, partir pour aller s'aguerrir d'une qualité de travail, puisque à l'extérieur, les niveaux sont encore plus exigeants, plus difficiles. Mais en même temps, nous avons des atouts extraordinaires. Nous avons des jeunes avec un potentiel extrêmement intéressant. 13 ans de danse métisse, ça se fête ou pas, 13 ans pour vous? 13 ans, non, pas encore. Ça commence à faire... Ça commence à chiffrer. Oui. On fêtera, j'espère, les 20 ans. Et sur ces 13 ans, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de jeunes talents comme ça que vous avez dénichés au fil du temps? Oui, des jeunes talents guyanais, oui. Et puis, ils seront à la fête le 1er, le 2 et 3 décembre, parce que chaque soir, nous donnons place à la jeune création guyanaise et aux jeunes talents guyanais. D'ailleurs, on les a tellement mis en avant que c'est aussi eux qui sont sur l'affiche cette année, et plus ça ira, plus ils seront présents. On rappelle peut-être le programme de ces prochains jours? Oui, alors ce soir, on a une présence à Kourou, à la médiathèque de Kourou, qui va commencer à 20h. Nous sommes aussi à Saint-Laurent. Nous sommes aussi ce soir à la salle paroissiale de Rémire. Nous sommes demain au musée des cultures guyanaises et à Macouria demain. Et puis le 1er, le 2 et le 3, nous sommes à l'Ancre. Le 1er et 2, c'est à 20h et le 3 dimanche, nous serons présents à partir de 18h et des spectacles chaque soir totalement différents à l'Ancre, des artistes extraordinaires chaque soir. Merci Norma Claire d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Refermons avec une note de musique. C'est en Martinique que Fadji refait son entrée, donc avec un nouveau single, Toi et moi. Après 2 ans de pause, elle sera en concert ce samedi au Parc Aimé Césaire de Martinique. En plus de présenter son nouveau titre sur scène, elle a fêté ses 10 ans de carrière. Nous avons assisté ce matin à sa dernière répétition. Regardez le reportage de Guy Raphaël René. En 2 ans, on a mûri, on revoit la façon dont on perçoit la musique. Et c'est toutes ces choses-là que j'ai envie de partager avec mon public. Donc je suis très heureuse d'être ici en Martinique. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 2 ans. Les musiciens ne sont pas forcément non plus les mêmes. Il y en a beaucoup avec qui j'ai déjà eu l'occasion de jouer. Le groove n'est pas le même, l'équipe n'est pas la même. Donc c'est toutes ces nouvelles choses-là qu'il faut venir découvrir ce samedi. Je ne sais pas si les gens connaissent déjà, justement, le concert sera l'occasion de voir si le morceau est connu de tous ou pas. Mais en tout cas, il passe bien en radio, il y a de bonnes vues aussi sur Internet. Je suis vraiment très heureuse des commentaires qui sont sur YouTube. Et on attend de voir comment le public reçoit tout ça. Et puis, selon ce qui va se passer, on en verra d'autres morceaux, etc. C'est la
C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Un incendie s'est déclaré hier après-midi au CHU de Guadeloupe. Il aura fallu près de 10 heures de lutte à la centaine de pompiers pour en venir à bout. Que deviennent les patients après cet incendie? Nous en parlions dans ce journal. Lutter contre l'exclusion sociale sur tout l'étendue du territoire guyanais, c'est le but que s'est fixé le SAMU social lors de sa table ronde aujourd'hui à Cayenne. Le docteur Xavier Manueli, fondateur du SAMU social, était présent pour donner les lignes directrices. Enfin, la moitié des adolescents se connectent tous les jours ou presque aux réseaux sociaux. Le cas de dérapage sont donc nombreux. Cet après-midi, la Maison des adolescents de Guyane a tenu à remettre l'accent sur les précautions d'usage. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Excellente soirée sur ATV Guyane.